à toutes et à tous. Merci d'être présents au rendez-vous. On, on vous a invité aujourd'hui à participer à cette présentation avec l'objectif d'échanger avec vous et puis également de faire un peu le point sur l'année qui est passée et puis se projeter un peu sur l'année 2023. Euh, Ops, j'ai un petit écho. Je ne sais pas si c'est également vrai pour vous. C'est à cause de moi. Excusez-moi. Vous n'avez pas d'écho. OK. Alors, je vais juste partager mon support. Si ça veut bien. Alors, j'ai un petit souci de partage qui ne veut pas. Voilà. J'ai ma collègue qui m'accompagne, mais qu'on ne va pas voir parce qu'elle a un petit souci de caméra, donc Sandra Bertrand. Est-ce qu'on t'entend, Sandra? Je suis pas sûre parce que je suis ressortie. Je rentre. Je t'avais pris le statut de panéliste. Bon, rapidement, du coup, pour réexpliquer un peu, donc on est sur un mode webinaire, c'est-à-dire que la fonction micro n'est pas activée pour vous. Par contre, vous pouvez poser vos questions via la fonction discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct avec la fonction discussion. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter rapidement un bilan 2022 et puis de se projeter sur 2023. Donc au travers des dispositifs que nous gérons, hein, donc le PTP, d'émission reconversion, la VAE et Cléa. Donc, pour commencer un peu dans le vif du sujet, sur le projet de transition, bon, je ne vous rappelle pas hein, le PTP, ce que c'est le dispositif qui permet aux salariés de s'absenter de leur poste de travail pour suivre une formation tout en percevant une rémunération avec un financement de la part de Transition Pro sur les frais pédagogiques, le maintien de salaire. Et pour simplement déjà des chiffres, on a reçu en 2022 un peu plus de 1300 demandes de financement pour 915 dossiers acceptés. Donc, on est sur un taux d'acceptation record de 68%, ce qu'on n'a jamais pu observer en fait hein, depuis le début du dispositif. Donc, avec, vous voyez, en termes de tranche d'âge, du coup, la moyenne, c'est plutôt voilà, autour de une quarantaine d'années, en fait, voilà le profil type. Au niveau des chiffres, beaucoup de personnes de niveau 4, niveau 5, niveau 3, donc avec une priorité quand même pour nous, pour les plus petits niveaux. C'est-à-dire que, voilà, vous savez que le dispositif, il est encadré par France Compétences et donc on a ces critères-là, ces priorités-là, de financer en priorité voilà, des projets pour des personnes employées ou ouvriers de niveau 3 ou infra. Donc on est au niveau des chiffres en concordance avec ces objectifs-là affichés. Sur les principales formations financées, je vais peut-être laisser parler Sandra du coup. Est-ce qu'on
Oui, normalement, on m'entend, non? Je pense. Super. Donc, oui, Sandra Bertrand, j'ai un souci de caméra. Je sais pas, il veut pas me donner les droits pour qu'on me voit, donc je vais juste faire au niveau audio. Donc, oui, merci Karim. Les principales formations financées, donc, majorité transport, conducteur du transport routier de marchandises, avec aussi des formations dans la santé, hein. L'année dernière, sur aide-soignant, on a financé 90 parcours. Et puis après, ben, vous avez en fait 40% de tous ces diplômes qu'on finance qui se répercutent sur une dizaine de formations, avec un coût moyen de dossier de 28 800 euros. Et puis, qui se répartissent toujours en 2 tiers de salaire et un tiers de coût pédagogique avec un petit peu de frais annexes. Peut-être redire que le 40% des projets sont concentrés sur 10 diplômes, et ce qui parfois un peu occasionne des questionnements sur la variété des, des choix, en fait, des orientations qui sont pris par les salariés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets notamment avec voilà, alors je ne sais pas s'il y a des effets de mode ou s'il y a des effets de liés aussi à l'offre de formation qui existe sur le territoire, en fait, hein. Donc il y a beaucoup de projets qui se ressemblent, en fait. Donc après, c'est peut-être aussi lié aux affichages un peu aussi des priorités qui sont les nôtres. Donc difficile d'interpréter en fait ce chiffre-là de 40% des projets sur 10 diplômes, mais c'est, ça existe depuis, je pense, quelques années. En fait, c'est quelque chose qu'on constate tout le temps, en fait, et qui est difficile à interpréter. Le profil des bénéficiaires, les salariés sont originaires de tout secteur d'origine, hein, en fait, avec une grande majorité de CDI, parce que vous voyez, il y a un tout petit peu plus que 5% des CDD, mais ça, c'est lié aux critères d'éligibilité qui sont complexes pour les CDD, parce que je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais pour les CDD, il faut que la demande se fasse en cours de contrat et que le projet de formation démarre dans les 6 mois suivant la fin du contrat, ce qui fait que la fenêtre de tir est un peu plus resserrée par rapport à ce qu'il y avait comme critère au temps du CIF, ce qui fait que voilà, on a beaucoup moins de demandes. Je crois qu'il y avait une question où il y avait une main levée. Non, j'ai cru voir. Non, j'ai cru voir. OK. Par rapport au profil des bénéficiaires également, on a voilà, un certain nombre de travailleurs en fait, qui relèvent du statut de travailleur handicapé, donc avec voilà, parfois des soucis liés à la santé et puis au maintien dans le poste, avec parfois des risques d'inaptitude qui peuvent se présenter. Et donc, pour ça, c'est quelque chose, nous, d'assez important, parce que ça relève pour nous d'une priorité, en fait, le risque d'inaptitude. Alors, le statut de travailleur handicapé ne va pas enclencher systématiquement un risque d'inaptitude, mais par contre, seulement le risque d'inaptitude, pour nous, euh, enclenche le point de priorité. Sur le recours au CEP, Sandra, Oui. Donc, en fait, on a établi des statistiques par rapport aux dossiers accordés ou refusés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plus de pourcentage d'accords quand on est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, à 72%, que lorsque l'on n'est pas accompagné. Ça s'explique aussi par le fait que
En général, les projets peuvent être mieux travaillés, plus approfondis et correspondent mieux aux attentes de la commission paritaire sur les critères cohérence du projet, pertinence du parcours de formation et perspective d'emploi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, vous, en tant qu'organisme de formation, quand vous rencontrez des salariés qui veulent faire une formation et que vous pouvez pressentir qu'il y aurait encore des choses à regarder si la personne n'a pas été accompagnée, à les réorienter éventuellement vers le conseiller en évolution professionnelle, justement pour qu'il ait plus de chances d'être financé auprès de nous ensuite. Et peut-être pour rajouter un élément d'information, vous savez que euh, parmi les éléments qui sont examinés par la commission, c'est la cohérence du projet. Et quand il y a eu un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, avec parfois en plus plusieurs observations en situation, il y a moins d'inquiétude et de crainte du coup sur voilà, la connaissance que peut avoir la personne du métier et comment il se projette dans le métier, est-ce qu'il connaît les conditions de travail, est-ce qu'il connaît aussi les conditions d'emploi, etc. Donc c'est aussi parce que les personnes qui n'ont pas mobilisé un CEP, parfois, elles expriment très peu également leur projet et n'ont pas forcément vérifié en fait ou fait de démarche de vérification de projet. Donc, peut que vous encourager voilà, à orienter vers les conseillers en évolution professionnelle, parce que selon nous, voilà, les projets ils sont quand même beaucoup plus cohérents et beaucoup plus sécurisés en fait quand ils ont été accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle. Alors, on a souhaité mesurer en fait comment se passait la transition professionnelle après la formation. Donc, il y a une enquête par mail qui est envoyée aux bénéficiaires hein, et qui sont après traités en statistique hein, au niveau de l'Observatoire des transitions professionnelles. Alors, on vous a mis l'adresse de cet observatoire en bas de la petite diapo. Là, comme ça, vous allez pouvoir retourner sur le site plus tard, ultérieurement, pour regarder les données hein, qui peuvent être traitées au niveau régional, donc la Bretagne, et au niveau national. Vous pouvez regarder aussi d'autres régions pour voir comment se situe ce qu'on appelle la réalisation de la transition. Donc nous, en Bretagne, on a 95% des personnes qui ont été financées en PTP, qui ont suivi une formation, qui ont réalisé leur projet ou qui poursuivent leur parcours de reconversion. Donc on est, en fait, on est au-dessus du niveau national. Hein. Donc petite fierté sur la transition réalisée. Hein. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ça fonctionne derrière. Hein. Après, on peut vous inviter à aller regarder en fait sur le site de l'Observatoire des transitions professionnelles là, qui se retrouve là en bas à droite, par formation, par secteur d'activité, parce qu'on remarque quand même des changements assez notables hein, du coup, d'un secteur à l'autre, avec parfois des éléments qui nous questionnent hein, sur un taux d'insertion qui est inférieur à la moyenne. On va forcément se poser la question de comment ça se fait et comment on peut expliquer une, une insertion qui est moins que la moyenne. Et donc ça, vous avez parfois, vous, des éléments d'information. Donc, si vous avez d'ailleurs, vous, des enquêtes, je pense que dans le cadre de Calliope, vous êtes tenu de fournir des statistiques ou des éléments un peu de ce type-là, en fait, sur l'insertion à 6 mois, 1 an. Donc, si vous avez des éléments à nous communiquer, on est hyper preneur parce que c'est des choses qui alimentent notre réflexion et qui peuvent compléter un peu notre analyse quand on présente les demandes à la commission paritaire. Donc, si vous avez des éléments un peu qui peuvent aller dans ce sens-là, en fait, hein, des informations sur l'insertion, nous, on est hyper preneurs. Donc, après, faut savoir que voilà, nous aussi, on le mesure et que on est content de mesurer quand ça fonctionne, en fait.
Et quand il y a des écarts avec la moyenne, on essaye de réfléchir ensemble. Donc là aussi, on est preneur en fait, hein, de vos éclairages et de vos lumières sur comment on peut améliorer cette insertion en fait, quand on constate que l'insertion elle est insuffisante. Un rappel, hein, du coup, sur comment les dossiers sont examinés par la commission paritaire. Donc, il y a 3 critères au regard desquels, du coup, la commission examine les projets. Donc, le premier, c'est la cohérence du projet. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est voilà, est-ce que la personne elle a pu faire des vérifications, est-ce qu'elle a fait des démarches, est-ce qu'elle a rencontré un CEP, est-ce qu'elle a pu faire une immersion professionnelle. Est-ce que le parcours de formation, il est adapté, cohérent par rapport à l'objectif ciblé, en fait, le métier ciblé? Donc là-dessus, nous, on est de plus en plus exigeants, et puis vous le savez, en fait, hein, sur le positionnement, notamment avec comment la formation elle peut être adaptée aux besoins des candidats, avec parfois des adaptations, parfois des, euh, des aménagements un peu particuliers. Donc après, on est assez vigilant à ce que les modalités soient aussi adaptées, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de demandes qui s'organisent, enfin des offres de formation entièrement à distance et asynchrone, par exemple. Et là, on est assez vigilant à ce que les personnes aient bien compris à quoi en quoi ça les implique différemment en fait, d'une formation classique, on va dire, en présentiel. Et également sur le temps de stage, parce qu'il y a parfois des formations 100% asynchrone en FOAD avec aucune période de stage. Donc, on a pu mesurer parfois en se rapprochant de branches professionnelles qu'il était apprécié des employeurs en fait d'avoir pu observer une période de stage pour acquérir quand même des connaissances pratiques, et que c'était valorisant en fait pour les personnes d'aller sur des périodes de stage. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment d'avoir ce regard-là sur comment le choix de parcours est pertinent par rapport à l'objectif du salarié. Et par rapport à l'employabilité après, derrière, ouais, comme tu le disais, Karim, au niveau du marché de l'emploi, ça sera plus valorisant et plus valorisé d'avoir fait une période de stage qui peut être mise sur le CV de la personne pour ensuite retrouver un emploi en lien avec la formation suivie, en fait. Mm. En ce qui concerne après les perspectives d'emploi à l'issue de la formation, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat en fait de, de poser des critères en fait sur ces aspects-là, parce que c'est pas une histoire de nombre d'offres ou de d'éléments statistiques en fait sur le nombre d'offres d'emploi, mais plutôt sur les démarches réalisées par les salariés, c'est-à-dire voilà, est-ce que les salariés ils ont pu prendre des informations sur le marché du travail, prendre des informations sur qui sont les employeurs, consulter les offres. Parfois, on leur demande clairement en fait aussi de nous transmettre en fait des offres qui correspondent à leurs critères, à leur zone de mobilité. Et on incite le plus possible, nous, les personnes, à prendre contact directement avec des employeurs potentiels pour mesurer en quoi, en fait, là, leur candidature, après une période de formation, peut être pertinente et appréciée par des employeurs. Donc, parfois, il est pas rare qu'on ait des personnes qui arrivent avec alors des promesses d'embauche. On sait bien que ça vaut pas grand-chose, en fait, sur le papier, mais ça prouve d'une capacité en fait, des salariés à se projeter sur des démarches et des contacts avec les employeurs. Juste une précision, parce que je vois qu'on me pose la question là sur le chat. Il y a deux choses. Il y a la période d'observation du métier quand on construit son projet professionnel, donc ce qu'on appelle nous la PMSMP là ici.
Et vous avez la période de stage en entreprise, qui est la période d'application en entreprise pendant le parcours de formation. Donc là, on met un petit focus là-dessus parce qu'on constate que de plus en plus, il y a des offres de formation qui n'en prévoient pas et que, voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une tendance à penser que parce qu'il y aura moins de stages en entreprise pendant la période de formation, il y a plus de chances que la personne soit financée. Ce n'est pas forcément le cas, évidemment, hein, mais il ne faut pas y en avoir beaucoup non plus. Mais voilà, par rapport à un titre professionnel, si il y a, ou un diplôme ou une certification, sinon la certification en prévoit autant en programmé dans le calendrier. Donc, on est sur deux choses différentes. La période d'observation pour travailler le projet et la période de mise en application de la formation pendant le parcours de formation. Hein, donc, voilà. C'est ça que je voulais préciser, pardon. Je vois qu'il y a une question là sur la synthèse du stage d'immersion, donc PMSMP, qui peut être rédigé par l'entreprise à la suite de la période d'immersion. Et en effet, il peut y avoir sans que ce soit une promesse d'embauche, mais voilà, une synthèse quand même de l'employeur qui accueille un salarié en stage de découverte sur voilà, la pertinence un peu de la période de stage. Donc, il est tout à fait possible de faire des immersions. Et aujourd'hui, nous, quand on rencontre des entreprises, on a une collègue qui est voilà, chargée de relations entreprises, et sur beaucoup, beaucoup de métiers, notamment les métiers en tension, ils disent tous, on accueille aujourd'hui des gens qui sont voilà, qui veulent découvrir le métier sans trop de difficultés. Voilà, il faut simplement s'organiser, et il est hyper important de faire cette démarche-là de vérification avant d'entamer un parcours de formation. Je vois qu'il y avait une question là spécifique sur des formations conduite poids lourd. Sur des périodes d'immersion suite à la formation. Alors, c'est tout à fait possible de faire une PMSMP suite à la formation. Après, c'est pas très utile dans le sens où on préfère que ce soit avant, dans le sens où ça vérifie en fait. L'idée, c'est de vérifier le projet. Après formation, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mis à part enfoncer le clou un petit peu, quoi, en fait. Avancer, Ensuite, une fois que les 3 critères ils sont examinés par la commission, on a, vous savez, des priorités nationales et régionales en fonction voilà, du candidat, du niveau de qualification, de la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille, en fonction de métiers prioritaires. Et tout ça, ça donne un index, une cotation en fait, qui permet de prioriser certains projets par rapport à d'autres, et en fonction des budgets qui sont les nôtres et qui sont toujours voilà, par définition limités, on est en mesure de financer. Donc, comme on disait sur 2022, on est financé à peu près 68% des demandes. Aujourd'hui, sur les financements disponibles 2023, on vous en parlera tout à l'heure. Oui. Donc, pour plus de détails sur les critères, on va passer. J'ai un petit souci de diapo. Voilà. Sur les priorités 2023 qui évoluent. Ouais. Donc, alors, on a mis en rouge celles qui ont changé par rapport à 2022 et qui vont s'appliquer là en 2023. Donc, on a toujours la priorité au niveau ouvrier ou employé avec un diplôme de niveau CAP maximum. Il y a aussi la priorité dont Karim vous parlait tout à l'heure, l'inaptitude au poste de travail ou en cours de reconnaissance par la médecine du travail, qui n'est pas la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il y a quand même une priorité pour les personnes qui ont un statut reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, puisqu'ils bénéficient d'un cofinancement de la part de l'AGFIP, puisqu'on a une convention avec eux. Donc ça correspond à la priorité qui est un petit peu plus bas, où il y a marqué projet bénéficiant d'un cofinancement.
Vous avez une priorité qui est liée à la taille de l'entreprise, moins de 50 salariés. Alors, ce qui change, on va plutôt s'attarder à ce qui est en rouge, en fait, plutôt, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, donc France Compétences a mis cette priorité-là avec une durée, priorité au projet de formation dont la durée maximale est de 1200 heures. Alors, ça ne veut pas dire que les formations supérieures à 1200 heures ne peuvent pas nous être demandées, bien sûr. Ça veut simplement dire que celles de moins de 1200 heures seront prioritaires par rapport à celles de plus de 1200 heures. Alors ensuite, on peut aussi contrer ça dans les priorités en parlant éventuellement d'une formation, en visant une formation qui, sur une partie, simplement des blocs de la certification. Je prends un exemple, par exemple, sur une formation où il y aurait 4-5 blocs, 5 blocs, par exemple, si la personne, elle s'autofinance auparavant un bloc de la formation, elle peut nous faire la demande sur les 4 autres blocs restants et elle aura ce point de priorité-là. Et ça fait partie donc d'une ingénierie de parcours de formation. Donc, elle pourra aussi avoir cette priorité-là, avec le cofinancement aussi. Et puis, il y a les projets vers des métiers à forte perspective d'emploi. Donc là, vous verrez dans les slides après, on vous a mis la liste que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il y en a à peu près 33 métiers à forte perspective d'emploi qui ont été définis par le conseil d'administration de Transition Pro Bretagne. Et alors, il y avait aussi une priorité concernant des salariés venant d'un secteur dont le taux d'emploi diminue. Ce n'est pas une priorité qui a été réactivée par Transition Pro Bretagne en 2023, mais elle existe dans d'autres transitions pro, celle-ci. Vous verrez, un des secteurs prioritaires. Et puis, toujours la priorité, mais ça n'a pas changé, ça, le fait d'être dans des situations, on va dire, suivantes, avec des contrats particuliers, CDD intérim, intermittent et en temps partiel. Il y avait une question sur le cofinancement. En fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cofinancement? Et donc, c'est vrai que j'ai répondu rapidement dans le chat. Voilà, le cofinancement, c'est par exemple le cofinancement de l'employeur quand c'est un projet de mobilité interne. Donc après, vous savez que les employeurs peuvent cofinancer sur leurs fonds propres. Ils peuvent également mobiliser leur OPCO si jamais voilà, ils sont dans cette démarche-là en fait, et qu'ils peuvent mobiliser l'OPCO. Il y a également, vous savez, des dispositifs parfois type ProA ou des choses comme ça, en fait, en fonction des profils des salariés qui peuvent être articulés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire un peu en fonction des typologies de projets, mais surtout des besoins qui convergent entre voilà, un projet de salarié et puis le projet d'une entreprise, de pouvoir faire un peu d'ingénierie financière, en fait. Voilà. Je vois qu'il y a une question également Tu veux que je réponde? sur les formations d'aide-soignante. J'étais en train d'écrire la réponse. En fait, donc c'est vrai que l'année dernière, on a financé 90 parcours aides-soignants qui sont, je le disais, à 1540 heures de formation dans l'année. Ça veut dire, oui, que les projets aides-soignants de 2023 auront une priorité en moins par rapport aux autres dossiers, même si c'est un métier à forte perspective d'emploi, puisqu'il est toujours dans la liste des métiers en tension. Donc, ils auront cette priorité-là, des métiers en tension, et ils auront une priorité en moins, puisque supérieure à 1200 heures. Donc, ça n'empêche pas les personnes de nous faire la demande. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de commencer à réfléchir à est-ce que les personnes pourraient bénéficier d'une VAE, alors je ne vais pas parler de VAE, mais enfin d'un allègement de parcours par exemple par rapport à ce qu'ils font déjà, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas que de la reconversion pure et dure sur aide-soignant, il y a aussi des projets de glissement vers des postes d'aide-soignant alors que les personnes sont éventuellement faisant fonction ou auxiliaires de vie. Enfin voilà, il peut y avoir des fois peut-être des réductions et ça pourrait permettre d'apporter une priorité en plus. Hein. Il y a une question sur le cofinancement personnel, est-ce que c'est possible? Donc après, on ne peut pas dire que c'est impossible, c'est simplement que ce n'est pas le cofinancement qui est souhaité et ce financement personnel, en fait, il n'occasionne jamais en fait, de priorité, ce qui fait que l'objectif en fait, derrière, hein, c'est vraiment de ne pas créer
d'inéquité entre salariés qui seraient en capacité de mettre un peu d'épargne en fait sur son projet, et puis ceux qui sont plus pas en capacité de le faire. Donc notre conseil d'administration n'a pas souhaité en fait donner de priorité supplémentaire aux personnes qui sont en capacité de cofinancer. Donc le cofinancement personnel aujourd'hui, c'est pas vraiment le levier en fait qu'on souhaite nous mobiliser pour faire de l'ingénierie financière. C'est plutôt voilà, les autres dispositifs qui existent, les autres fonds qui sont mobilisables, et, mais pas du coup les fonds personnels, quoi. OK. Je vois également qu'il y a une question sur cofinancement avec PROA. euh, quand le salarié veut rester dans l'entreprise. Euh, donc après, vous savez que quand il y a un projet comme ça avec un cofinancement, par exemple, d'une PROA, alors ça peut arriver par exemple sur une formation notamment longue, euh, c'est pas parce qu'il y a un cofinancement en fait que c'est systématiquement accepté, parce que c'est toujours la règle hein, d'instruction des projets, c'est toujours en fonction de tous les critères et de toutes les priorités, ce qui fait que quelqu'un qui bénéficie d'un cofinancement, il va avoir un point de priorité, mais vous avez vu ici, il y en a 9 points en fait de priorité. Donc, on peut très bien avoir un cofinancement, peut-être même avoir une promesse d'embauche et ne pas être financé dans le cadre du PTP, malheureusement, parce que ben voilà, on n'est pas en capacité de financer tous les projets et que on examine toujours les projets en fonction de leur degré de priorité. D'accord? Ce qui fait que parfois, on est en effet tenu, obligé un peu de financer, de ne pas financer certains projets, alors qu'on sait que voilà, il y a une promesse d'embauche et qu'il y a un cofinancement. Mais voilà, c'est un peu l'exercice aussi hein, difficile voilà, de la commission de devoir choisir en fait quels sont les projets qui peuvent être financés. Dans les priorités, il y a un élément sur l'ingénierie de parcours. Je reviens juste voilà, sur le projet bénéficiant d'une ingénierie de parcours de formation. Donc, on voulait revenir un peu là-dessus parce que ce n'est pas forcément une priorité qui est beaucoup actionnée, parce que ce n'est pas simple. Donc, on avait la volonté, nous, de vous mettre un peu en avant qu'est-ce que, pour nous, quels sont les parcours qu'on visualise qui pourraient voilà, actionner cette priorité-là. Donc, peut-être le plus courant, c'est celui qui, au cours d'une rencontre avec un organisme de formation, un salarié, après un positionnement préalable, vous proposez une réduction de parcours avec peut-être un bloc de compétences en moins ou un aménagement qui fait que le PTP est individualisé. Et donc ça, quand il y a un bloc de compétences en moins, ça va occasionner pour le projet un point de priorité supplémentaire. Autre ingénierie de parcours qui est valorisée c'est quand les personnes, on peut suivre un parcours CLEA en amont d'une demande d'un PTP. Donc, je resitue un peu CLEA hein, rapidement. Vous savez, CLEA, c'est une certification qui a été créée par les partenaires sociaux qui correspond à 7 domaines de compétences qui voilà, s'apparente un peu à des compétences socles pour exercer, pour travailler du coup dans une entreprise, n'importe quel domaine d'activité. Et parfois, c'est intéressant de mobiliser cette certification-là pour des publics qui seraient un peu justes au niveau des prérequis et qui ne peuvent pas peut-être bénéficier d'une remise à niveau. Parce que vous savez que nous, quand on finance un PTP, eh ben, on peut en général pas financer de remise à niveau. Par contre, en amont, il est tout à fait possible en fait de faire une évaluation CLEA avec un PTP autonome, par exemple,
et d'évaluer en fait justement quelles sont les compétences et les aptitudes des salariés et éventuellement voilà, de compléter avec, avec une petite remise à niveau hors temps de travail en fait. Et de la même manière, du coup, tout ce qui est formation hors temps de travail sur du CPF autonome, en amont d'un PTP, ça occasionne en fait cette priorité d'ingénierie de parcours. Aujourd'hui, notamment pour les publics les plus qualifiés, les plus capés, en fait, c'est une ingénierie de parcours qu'on trouve intéressante parce que vous avez compris du coup que voilà, notamment public prioritaire, c'est pas forcément voilà, les gens qui sont bac+5 et puis donc pour ce public-là qui souhaite se reconvertir, peut être intéressant de réfléchir à l'utilisation du CPF autonome en formation hors temps de travail en amont d'un PTP pour se former par exemple sur un bloc et envisager derrière une demande d'un PTP sur un peut-être plus un CCP sur deux ou deux CCP sur trois, enfin voilà, pour que le, le PTP bénéficie, pour que le dossier bénéficie de ce point d'ingénierie de parcours, en fait, de cette priorité-là. Et donc, on parle aussi de la VAE partielle qui arrivera, en tout cas, cette possibilité-là qui va arriver avec la réforme là, courant 2023, début 2024, où normalement, on pourra faire une VAE sur des blocs. Donc, pour certaines personnes, certains parcours, ça va être intéressant à ce niveau-là d'avoir cette ingénierie-là, de faire une VAE sur un bloc préalablement à une demande PTP auprès de nous. Alors, on est bien d'accord et on est tout à fait conscient que c'est quelque chose qui va rajouter du temps à la réalisation de la formation et du parcours en fait pour la personne. Mais voilà, ça fait partie des pièces de puzzle qui peuvent être assemblées les unes auprès des autres pour à la fin réduire le parcours de formation. Je voulais réagir du coup à une remarque qui a été faite là sur l'onglet discussion, une remarque sur l'utilisation du CPF par les salariés qui serait un cofinancement personnel. Et c'est vrai que c'est une remarque qu'on nous fait souvent, et puis je la comprends complètement. Après, une petite subtilité en fait sur le dispositif, le projet de transition professionnelle, c'est une mobilisation particulière du compte personnel de formation en fait dans les textes. Ce qui fait que si vous voulez quelqu'un qui mobilise aujourd'hui le projet de transition professionnelle, il mobilise d'office son compte personnel de formation. Donc, France Compétences ne considère pas en fait que le compte personnel de formation, qui soit à 1000 ou 2000 ou 4000 ou 5000 euros, en fait, soit un cofinancement au PTP. Et très clairement, nous, en fait, on ne va pas demander techniquement, du coup, à la Caisse des dépôts de débloquer ces fonds-là, en fait, pour cofinancer le projet. C'est le compte personnel de formation, il est décrémenté, c'est-à-dire qu'il est remis à zéro, en fait. Voilà. Donc, techniquement, si vous voulez, le salarié pourra plus s'en servir une fois qu'il aura bénéficié d'une prise en charge parce que son compte sera remis à zéro. Et c'est pour ça que nous, on trouve que c'est intelligent, intéressant, utile, si jamais il y a un parcours qui peut être fait en amont, de le faire en amont. Parce qu'après, une fois qu'il est financé, le PTP, en fait, le compte personnel de formation, il est à zéro. Le cofinancement, donc on en a parlé tout à l'heure. Juste vous redire peut-être qu'on a une collègue, alors on n'a pas mis sa photo, on a mis un petit avatar, mais on a une collègue qui s'appelle Valérie Vinck, qui est chargée de relations entreprises, qui aujourd'hui, en fait, sur chaque projet qui est identifié un peu comme une mobilité interne, donc ma collègue se propose à chaque fois d'appeler les salariés pour voir justement s'il est possible, s'il s'agit vraiment déjà d'une mobilité interne, s'il s'agit d'un projet partagé par l'employeur, et puis dans ce cas-là, d'essayer de négocier voilà, un peu
de prendre contact déjà toujours avec l'entreprise pour voir est-ce qu'il est possible de mobiliser un cofinancement, parce que je sais que ce n'est pas toujours simple. Donc, après, sur le cofinancement employeur, pas d'autres éléments. Non. Il y a une question sur le CPF, si jamais il est d'un montant supérieur au coût de formation. En effet, si jamais le CPF est supérieur au coût pédagogique, mais c'est rare en général, hein. En général, il est décrémenté en effet que du coût pédagogique. Mm. C'est-à-dire que si la formation ne coûte que 2 000 euros, en fait, il n'y a que de 2 000 euros en fait, qui sont décrémentés. Euh, Il y a une autre question sur le fait que le fait d'avoir suivi déjà des blocs de compétences préalables avant de nous faire une demande PTP, ça peut entraîner une formation en discontinu et comment ça peut être pris en compte dans le cadre du PTP. Ben, nous, par rapport à ce genre de calendrier-là, si vous voulez, soit la personne, soit l'organisme de formation peut alors, faire un calendrier, on va dire, idéal, où les blocs se suivent les uns après les autres et la personne demande une autorisation d'absence pour les blocs qu'elle a besoin de suivre, soit dans une vie plus réelle, les blocs sont un peu disséminés sur un calendrier sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, c'est vrai que ça peut être compliqué par rapport aux salariés de demander une autorisation d'absence à temps partiel en discontinu, mais ça peut se faire parfois. Donc, et nous, ben, on est bien sur la même logique, on prend en charge les heures de formation au niveau du salaire de la personne avec vos certificats de réalisation que vous nous déposez tous les mois. Donc, la problématique, elle n'est pas pour nous, elle est plus par rapport à l'autorisation d'absence vis-à-vis de l'employeur actuel. Alors, on a une question aussi sur le transport routier. En fait, par rapport à sur la suite des parcours. Ouais, sur la suite des parcours, la personne ayant un CPF remis à zéro, elle ne pourra pas l'utiliser. On a une question aussi pour faire le tout véhicule. Alors là, la question, c'est de l'articulation. L'articulation des... Ah, on a un problème de son, vous m'entendez? A priori, c'est bon. A priori, c'est bon. Ok, pardon. L'articulation avec les autres dispositifs. Vous savez que certaines formations, parfois, elles sont une première marche et qu'il faut une deuxième marche en fait pour accéder à l'emploi. Donc c'est vrai pour le transport, c'est vrai des fois aussi dans l'informatique, dans le numérique. On sait que voilà, une formation suffit pas et il faut un deuxième niveau de formation pour accéder à l'insertion. Donc là, nous, en effet, on peut financer parfois que la moitié du chemin. Et on sait que derrière, il y a besoin pour les salariés de se projeter sur voilà, un autre parcours et forcément un autre financement. Donc ça questionne sur comment les personnes peuvent accéder derrière à un autre financement, sachant que nous, on peut financer qu'une seule certification et pas deux. Donc, c'est le cas, par exemple, des développeurs web, où on sait que voilà, souvent, la formation de développeur web, elle est insuffisante pour accéder à une insertion et qu'il faut voilà, aller sur un niveau supérieur pour accéder à l'emploi. Et par contre, on sait aussi que les entreprises, elles sont plus en capacité d'accueillir quelqu'un en contrat pro quand il a suivi une formation de développeur web que quand il n'a pas suivi la formation de développeur web. Donc là, il y a tout un travail à mener, hein. C'est là tout l'intérêt aussi de travailler en amont avec un CEP pour que les personnes puissent se rapprocher par le biais de PMSMP, par le biais d'enquêtes professionnelles de professionnels et de constater en fait que l'entrée dans le métier, elle se fait à tel niveau de formation. Et donc pour répondre très concrètement, en fait, voilà, la solution, elle ne va pas être là elle va pas être chez Transition Pro, elle va être du coup chez les employeurs
et en mobilisant des contrats pro, en mobilisant peut-être même parfois du CDD ou pour accéder derrière à du financement entreprise, en fait, quoi. Et après, la difficulté en effet du salaire, c'est que si les personnes n'ont pas anticipé que pour accéder à une formation, il y a un chemin qui va se faire sur un PTP peut-être pendant quelques mois avec un maintien de salaire, et ensuite un contrat pro qui va durer, si la formation dure 6 mois, au SMIC. Et ben, c'est vrai que ça remet en cause, à mon avis, la cohérence du projet. Parce que ça veut dire que là, le projet, il n'est pas réalisable. Après, très clairement, pour le transport, en ayant discuté avec l'Opco Mobilité, on sait qu'ils ont un contrat de pro expérimental qui permet pendant les 2 premiers mois, d'être sur une base SMIC. Et ensuite, ils sont sur le salaire du coup de la convention collective du transport, une fois qu'ils sont en activité. Donc, c'est vrai que là, on n'est plus sur un minimum de 6 mois, on est plutôt sur avec une rémunération minimum pendant 2 mois, et après, on est sur le minimum de la convention collective. Donc, ce qui est un peu plus favorable, malgré tout, en fait, que le minimum du contrat pro. Mais en effet, on est bien conscient que c'est complexe pour quelqu'un qui est salarié, qui est déjà un train de vie, voilà, des charges, etc., peut-être une vie de famille, de se projeter avec voilà, une insécurité aussi, ou peut-être une baisse de revenus en fait, sur plusieurs mois. Donc, et ça fait partie des éléments qu'on examine dans le projet et qui font partie de la cohérence du projet. Si jamais ces éléments n'ont pas été anticipés, on considère, nous, que c'est un risque d'abandon du projet. Ah, je vois qu'il y a un problème de son Le son, encore. est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Ok, bon. Ok. Ensuite, les métiers à forte perspective d'emploi, donc on va pas faire le tour. On vous invite à aller sur notre site internet, à la page PTP. Vous pourrez retrouver tous les secteurs, tous les métiers en fait qui correspondent. Donc voilà, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur du bâtiment, donc quelques métiers autour de la cuisine, métiers de bouche, quelques métiers de l'industrie. Dans l'industrie, donc la métallurgie, et puis le numérique, service à la personne, transport, et puis quelques métiers un peu divers, comptables, technico-commercial. Donc cette liste-là, elle est voilà, tout à fait disponible sur notre site internet, et c'est en fonction du métier ciblé, en fait, du code ROM visé en fait, par la formation et par le salarié que ça va déclencher pour nous un point de priorité. En fait. OK. Alors, on va avoir en 2023 une mission concernant le contrôle des actions de formation. Donc, en tant que financeur de formation, dans nos missions, on a notamment celle de vérifier la conformité des actions de formation financées. Alors, dans le cadre de cette mission, on va être amené à rencontrer certains organismes et en fait, en collaboration avec le GIE D2OF, Datadoc. En fait, les organismes aujourd'hui, ils vont être choisis suite à une enquête, suite à des retours d'enquête en cours de formation, de salariés qui nous ont remonté des alertes, qui ont une insatisfaction, par exemple, par rapport aux formations. Ça peut aussi se faire le choix de manière aléatoire et puis aussi en fonction du volume de dossiers financés. Donc, normalement, cette année, on doit en contrôler 6. On contrôlait 6 dans l'année et en fait, voilà, on prendra contact avec vous. C'est mon collègue Vincent Bourdin qui prendra contact avec les organismes choisis pour justement établir
cette procédure de contrôle. Et voilà, ça va se faire après, on va dire naturellement. Ce sont des choses que font déjà beaucoup d'autres transitions pro, hein. Donc, en Bretagne, on démarre cette année. Et ce ne sont pas les mêmes rendez-vous que ceux qu'on a l'habitude d'avoir avec vous concernant les suivis en cours de formation ou les rencontres un peu annuelles qu'on peut faire avec certains d'entre vous sur les dossiers, sur faire des points, etc. C'est à part, hein. Donc, voilà, on voulait vous prévenir de ça. Voilà, a priori, euh, comme voilà, il y en aurait 6 dans l'année 2023, donc ça ne va pas concerner beaucoup d'entre vous, mais quelques-uns. Et bien sûr, il faut pas, faut bien distinguer ces rendez-vous-là des rendez-vous qu'on peut vous proposer régulièrement pour simplement voilà, faire le suivi, un peu le point sur les dossiers en cours, formation en cours, point d'éclairage sur une procédure. Enfin voilà. Donc c'est vraiment une démarche euh, qu'il faut distinguer. Ok. Il y avait une remarque un peu sur voilà, l'évolution des secteurs prioritaires et puis du, pourquoi voilà, certains métiers ne sont plus dans la liste et puis d'autres apparaissent, etc. Donc il faut savoir que voilà, cette liste voilà, de métiers prioritaires, elle est arrêtée par notre conseil d'administration en suivant une méthodologie, hein. Donc après, voilà, il y a des éléments liés à l'enquête de BMO, donc c'est sur les besoins en main-d'œuvre, sur les difficultés de recrutement, etc. Et puis après, il y a des arbitrages, hein. Donc les arbitrages, forcément, c'est forcément un biais, et qui sont voilà, aussi pour. On ne peut pas avoir une liste de métiers prioritaires de 90 métiers, parce que sinon, ça voudrait dire que beaucoup, beaucoup de métiers sont prioritaires. Donc l'idée, c'était vraiment de rester sur une liste malgré tout restreinte pour que ça fasse vraiment un levier pour accéder à un financement. Donc, il y a eu un arbitrage de fait pour voilà, certains secteurs et pas d'autres. Donc après, cette liste, elle est revisitée tous les ans. Mm. Après, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le métier il a disparu qu'il ne réapparaîtra pas l'année prochaine. Mm. Et juste petite parenthèse par rapport au métier de l'agriculture. Le métier qui apparaissait dans notre liste, c'était salarié de l'élevage. Et quand on regarde tous les BPREA qu'on a financés en 2022 et 2021, ils n'étaient vraiment pas tous liés à l'élevage. Donc, c'est pas quelque chose qui a empêché le financement et de réalisation de projets dans l'agriculture, hein, je vous rassure. Euh, un petit point sur le budget 2023. Donc, vous savez, nous, on a un budget qui est donc une dotation annuelle qui nous est attribuée par France Compétences en fonction de, voilà, de l'importance de la masse salariale bretonne. Donc, sur la dotation, elle est stable, c'est-à-dire que voilà, on est sur à peu près la même dotation en fait qu'en 2022. On a également le soutien en fait de la région Bretagne en fait pour les salariés en CDD, un cofinancement de la GFIP pour les personnes RQTH. Mais euh, tout ça compacté, en fait, ça va nous permettre aujourd'hui, enfin, en 2023, d'être sur un taux d'acceptation à peu près identique aux années précédentes, en mettant de côté l'année 2023 qui était sur voilà, un taux d'acceptation un peu exceptionnel. Donc, on va être voilà, sur un taux d'acceptation identique, hein. Depuis 2019, on était autour de 50%. On va rester sur ces taux d'acceptation-là en 2023. Donc, avec toujours l'idée, hein, du coup, je rappelle, hein, sur le taux d'acceptation que la difficulté, c'est toujours ceux qui ne sont pas financés, on est d'accord, mais c'est aussi d'être équitable d'une commission à l'autre. Donc, on a toujours le même taux d'acceptation d'une commission en janvier, en juin ou en décembre. On a le même taux d'acceptation. Donc, il n'y a pas de, il y a parfois cette croyance là en fait qu'en passant en début d'année ou en milieu d'année, on a plus de chances qu'en fin d'année. C'est un peu
c'est une erreur. En fait, le taux d'acceptation est le même et notre budget, il est construit en fait pour que ce soit le même taux d'acceptation en début et en fin d'année. Il y avait peut-être des remarques ou des questions là-dessus? Non, non, OK. Pas de remarques sur le budget. OK. Alors, je fais un petit focus sur juste sur les formations avec sélection préalable. Alors, en fait, c'est beaucoup pour les formations liées à la santé, hein, on est d'accord. Et je voulais faire ce focus-là parce qu'il n'y aura pas de réunion avec les IFAS et les IFSI avec moi cette année. En fait, c'est juste pour redire des choses toutes basiques. Même s'il y a une sélection à l'entrée de la formation, c'est important que la personne puisse faire son dépôt de dossier sur la plateforme au moins 3 mois avant le démarrage de l'action de formation. Exemple, maxi fin mai pour un démarrage fin août. Même si on n'a pas le, le résultat de la sélection, pardon, hein, puisqu'il devrait arriver début juillet. Le dossier, lui, est déposé chez nous fin mai, maxi. Comme ça, on les met en attente du résultat de la sélection et dès qu'on a un accord, la personne est admise début juillet, on peut remettre le dossier dans le circuit pour qu'il passe en commission. Si les gens attendent et si vous, organisme de formation, vous attendez de remplir les volets début juillet en disant je remplirai les volets que de ceux qui sont sélectionnés, ça va faire un bouchon, un embouteillage monstre en juillet, avec une crainte quand même, c'est que les personnes n'aient pas forcément une réponse, on va dire, suffisamment tôt pour démarrer en fin août. Alors bon, il faut savoir qu'on a dédoublé le nombre de commissions en juillet et en août, hein. Il y en aura 14 dans l'année en 2023 au lieu de 12. On en a mis 2 en juillet et 2 en août pour parer à ça, mais ça serait bien que les dossiers puissent être pré-complétés avant de savoir si la personne sera sélectionnée. Et deuxième chose que je voulais vous donner comme message, pour toutes les personnes qui ont été acceptées à la sélection de 2022, mais qui n'ont pas pu rentrer en formation en 2022, c'est pareil, qu'ils fassent leur dossier au plus vite sur la plateforme. Comme ils ont déjà leur place, ils n'ont pas de raison d'attendre fin mai pour déposer leur dossier. Ils peuvent anticiper et nous, France Compétences nous oblige à traiter les dossiers en fonction de l'ordre d'arrivée. Donc, ces dossiers-là, à partir du moment où ils ont leur admission, on va les traiter au fil de l'eau. Ils vont échapper aussi aux grosses commissions de l'été. Donc, voilà, ils auront leur chance d'être financés et d'avoir une réponse plus tôt dans l'année, ce qui aussi vous sécurise pour le nombre de stagiaires à prévoir sur telle et telle session. Voilà. Juste aussi une petite précision par rapport aux tarifs sur les formations. On a dit aide-soignant et auxiliaire de puériculture. On applique le barème du conseil régional, comme on avait fait l'année dernière. Donc ça ne change pas. OK. Il y avait des questions, mais c'était par rapport à un autre sujet, mais sur lequel on va pouvoir échanger tout à l'heure. Donc, calendrier 2023, c'est exactement ce que tu disais, Sandra, c'est-à-dire que voilà, on a rajouté 2 commissions l'été pour pouvoir permettre de traiter en fait tout le volume de dossiers, la vague de dossiers qui arrive en juin, juillet, et de démarrer en septembre de manière un peu plus sereine. Donc, vous voyez qu'il y a des commissions d'instruction qui sont distinguées des commissions de recours. Donc, on rappelle, le recours, c'est une fois que votre demande PTP elle a été refusée, les salariés ont le droit d'effectuer ce qu'on appelle un recours. Donc après, le recours, il répond souvent à un refus qui a été avancé par la commission en disant, voilà, votre projet, il n'a pas été suffisamment travaillé, par exemple, sur les perspectives d'emploi ou sur le choix de la formation ou sur la cohérence du projet, il y a des éléments à développer. Et donc, les salariés ont la possibilité de corriger leur copie un peu et de dire, bah voilà, moi, je retravaille les perspectives d'emploi, par exemple, et je fais une demande de recours pour que mon projet il soit réétudié et peut-être financé. Voilà. Donc, petite subtilité, en fait, en 2023, aujourd'hui, en fait, les personnes qui sont refusées ont le droit de faire un recours. Donc, en 2023,
De la même manière, en fait, il y aura la possibilité de faire un recours. Par contre, quand il y a un motif qui est avancé dans un courrier, souvent c'est un motif qui est donc lié aux 3 critères qu'on évoquait tout à l'heure, donc cohérence du projet, choix de formation, pertinence du choix de formation ou perspective d'emploi. Et donc, quand il y a un de ces motifs-là qui est un, deux ou trois motifs qui sont évoqués sur le courrier, donc ça peut faire l'objet d'un refus. Après, quand c'est un refus budgétaire, en général, c'est que voilà, la personne, elle a été en niveau de priorité, en fait, en dessous du dernier qui a été financé. Donc, souvent, le recours, là, il va être compliqué, en fait, parce que il est fort peu de chances, en fait, qu'il ait accès à un financement en recours. Donc, aujourd'hui, ce sera compliqué, à mon avis, pour ces personnes-là, en fait, de faire un recours demain quand c'est un refus budgétaire, quoi. Ouais, parce que les recours sont regardés uniquement quand il y a des éléments nouveaux liés aux raisons du refus. En fait, hein, ce que disait Karim sur le travail du projet, etc., la personne amène des compléments. Quand c'est un refus budget, il n'y aura pas d'éléments nouveaux que la personne pourra apporter. Donc, le recours n'est pas forcément utile à ce moment-là, parce qu'ils ne pourront prendre que la même décision que celle qu'ils ont prise en, en première instance. Juste une précision, il y a une question là dans le chat sur les motifs de refus dans les courriers. Euh, voilà, comme quoi on n'est pas très clair concernant le pourquoi des refus. En fait, on n'a pas trop le choix. Le système informatique nous impose une codification des refus lors de la commission. Les administrateurs choisissent le motif de refus. Le système informatique va le reporter dans le courrier de refus. Donc là, dès qu'il y a un doute, dès que la personne ne comprend pas le pourquoi du refus, elle nous appelle, hein. D'ailleurs, ils le font systématiquement, bien souvent, les personnes. Et on va être en capacité, nous, d'expliquer derrière, mes collègues chargés d'infos, sur le 02 99 29 72 53, vont être en capacité d'expliquer ce qu'il y a derrière, voilà, telle ou telle expression et sur quel élément la personne doit retravailler si si tant est que c'est une raison concernant le projet, par exemple. Juste une petite chose par rapport au calendrier, c'est vous redire l'importance du délai, en fait. C'est-à-dire que il est vraiment très important d'anticiper pour les salariés et on préconise, nous, un dépôt de dossier 3 mois avant le démarrage de la formation. Et on insiste un peu sur ce 3 mois parce qu'on voit de plus en plus de projets qui arrivent parfois 15 jours avant, en fait, le démarrage d'une formation. Donc, on sait que le dossier il est complexe à monter. Pour vous, ça occasionne aussi voilà, un certain nombre d'éléments à compléter voilà, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Donc, ça fait beaucoup de travail en fait pour derrière arriver à une demande qui est un peu voilà, morte dans l'œuf parce qu'en fait, ben, elle arrive trop tard, quoi. Et il est parfois aussi compliqué pour nous de rendre la commission, elle examine une demande parfois voilà, 15 jours ou 3 semaines avant un démarrage de formation. Et on imagine que pour vous, ce n'est pas confortable du tout d'avoir une incertitude sur un financement d'un projet 15 jours ou 3 semaines avant le démarrage d'une formation. Et on remarque d'ailleurs que parfois, il y a des formations qui sont annulées faute de candidats suffisants et que voilà, la session annulée, donc reportée, et parfois même on est obligé de changer d'organisme de formation. Donc ça occasionne voilà, beaucoup de changements de dernière minute. Donc quand il y a une démarche qui est anticipée, alors je sais que souvent c'est pas de votre fait, c'est plutôt du fait des salariés en fait qui voilà qui font traîner les choses ou qui voilà ont des difficultés dans la mise en œuvre du dossier. Mais donc là de la même manière, n'hésitez pas en fait à les renvoyer vers nos services parce que nous on peut les aider pour faciliter un peu tout le process de dépôt de dossier. Si jamais il y a des éléments qui bloquent aussi par rapport à l'employeur pour accéder au dossier, par rapport à des éléments qu'il faut compléter sur le dossier, tout ça, on peut être ressource. Donc, n'hésitez surtout pas en fait à nous mobiliser là-dessus parce que une fois que vous avez rempli votre volet, il y a encore beaucoup de choses
qui peuvent bloquer. Et nous, on peut être ressources, donc n'hésitez surtout pas à nous mobiliser. Hop, on parlait du dossier. Ouais. Oui. Alors ça, c'est une nouveauté, peut-être que vous l'avez découvert sans le vouloir en complétant des volets. Depuis le 6 février, il y a un nouvel onglet qui apparaît dans votre volet. Dès lors que vous saisissez des heures en FOAD, il y a un onglet protocole individuel de formation qui apparaît. C'est une évolution nationale de la plateforme, c'est pas à notre demande, à nous, Transition Pro Bretagne. Donc nous, il n'y a pas besoin de remplir ce volet-là, cet onglet-là, protocole individuel de formation. L'annexe formation tout en partie enfin, à distance, ça, oui, on la veut, c'est celle que vous avez l'habitude de compléter, mais voilà, le volet PIF, là, protocole individuel de formation, n'est pas obligatoire pour nous. Donc, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Ok. Rapide Oui. perspective 2023. Donc après, voilà, un budget légèrement en baisse avec un taux d'acceptation qui sera un peu moins important par rapport à 2022, mais qui sera conforme du coup à ce qu'il y avait en 2020, 2019, 2020, 2021. Une priorité au projet avec ingénierie de parcours ou ingénierie financière, donc c'est pour ça qu'on a mis ingénierie x2. Et puis après, au public de bas de niveau de qualification, donc c'est vraiment une volonté là, de notre conseil d'administration, en fait, de vraiment cibler prioritairement ces publics-là, avec notamment aussi proposer une aide pour ces publics-là qui sont parfois aussi éloignés du numérique, et on sait que notre dossier, il est parfois un peu complexe à mettre en œuvre. Donc voilà, on propose aujourd'hui aussi toute une offre de service qu'on va présenter tout à l'heure pour ce public-là. Donc avec un accompagnement renforcé. Et donc pas de recours possible suite à un refus pour motif budgétaire. Ça, c'est aussi une nouveauté 2023 avec ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, voilà, de toute façon, dans les faits, en fait, ces projets-là, même s'ils avaient la possibilité de faire un recours, ils n'avaient quasiment jamais accès à un financement. Tout à fait. Alors ensuite... Rapidement, voilà, quelques chiffres sur les dispositifs d'émission reconversion. Oui. Pour rappel, le dispositif, c'est donc ça permet aux salariés de CDI, 3 privés qui ont 5 ans d'activité professionnelle, de démissionner pour un projet de reconversion avec un projet de création de reprise d'entreprise. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt voilà, les projets de formation avec en 2022 presque 1000 dossiers examinés. Donc voilà, gros 94% des dossiers acceptés. Donc avec une majorité quand même de projets de création d'entreprise, parce que c'est 60%, et 40% de projets de formation. Vous savez que du coup, sur les projets de formation, ce qui pose souvent question, c'est quelles sont les modalités de financement qui peuvent être mobilisées par les salariés une fois qu'ils seront demandeurs d'emploi de droit commun. Donc, ça, c'est toujours un peu les mêmes questionnements. Ça veut dire ça va être du financement au CPF, financement autonome, financement via des fonds du conseil régional. C'est toujours un peu les mêmes fonds qui sont... Mais il y a parfois aussi possibilité de mobiliser des contrats pro, par exemple. Donc, ça, on est assez vigilant, nous, à ce que la commission est assez vigilante à ce que voilà, le financement il soit très cadré pour que le projet puisse se mettre en œuvre. Et ça se mesure d'ailleurs sur le taux de réussite. Parce que vous voyez que 97% des projets ont été maintenus et ont pu se réaliser, en fait. Donc, les gens ont pu démarrer leur projet de formation. Donc, il
Je ne sais pas si vous êtes beaucoup confronté en fait à ce dispositif et si vous rencontrez beaucoup de personnes qui vous mobilisent sur ce dispositif, mais il est fort probable que vous en rencontriez plus en 2023 parce que suite à la réforme de l'assurance chômage, vous avez sûrement entendu du coup, qu'il sera plus possible de l'abandon de poste sera considéré comme une démission, donc ce qui était un peu un contournement en fait un peu du droit. Aujourd'hui, ce dispositif va être le seul possible pour les salariés qui souhaitent entreprendre une formation et qui n'ont pas accès à la rupture conventionnelle. Mmh. Donc, ce dispositif-là, aujourd'hui, il va sûrement voilà, prendre un peu d'ampleur. Donc, si jamais vous avez des questionnements, parce que ce n'est pas forcément tous les jours que vous allez être confrontés, n'hésitez pas également à revenir vers nous pour Ouais. plus de précision. Mmh. Alors là, on vous a mis une petite diapo sur parce qu'en fait, on a constaté que il y avait toujours des questions sur voilà pourquoi les gens font une demande de démission en conversion alors qu'ils auraient pu faire une demande de PTP. En fait, voilà, on vous a mis une diapo qui permet éventuellement de faire la différence pour vous. Même si je pense que ça doit être clair dans votre esprit. Notre rôle sur la démission reconversion, alors pour la formation, hein, c'est d'attester du caractère réel et sérieux du projet. Et sur le PTP, c'est d'étudier la demande et financer le parcours. Hein, là, on a un rôle de financement sur le PTP, vous l'avez bien compris. Les deux dispositifs sont toujours à l'initiative du salarié, mais dans un cas, il est accompagné préalablement par un CEP là, pour le démission reconversion et c'est obligatoire. Dans le PTP, il peut être accompagné ou pas hein, dans son travail sur le projet de reconversion professionnelle, mais on vous a précisé tout à l'heure que c'était largement recommandé. En termes de modalités de financement, sur le PTP, on va avoir le coût de formation pris en charge et le salaire maintenu hein, avec la mobilisation du CPF. Ça, on l'a expliqué aussi tout à l'heure. Et sur la démission reconversion formation, la personne au retour à l'emploi, il lui donnera la possibilité d'y avoir accès une fois qu'elle se sera inscrite à Pôle emploi après avoir démissionné. Le coût de formation, ben là, c'est pareil, ça va être aussi ça va être soit elle mobilise son CPF autonome et si ça suffit pas, c'est de l'autofinancement et ou de l'autofinancement en entier et ou une partie financement. Elle rentre sur une place qualif emploi de la région et il peut y avoir éventuellement un financement de Pôle emploi, mais a priori pour 2023, c'est quand même compliqué. Hein, donc, et c'est là qu'on voit toute l'importance de l'ingénierie financière sur ce projet-là, parce qu'il faut vraiment que la personne exprime et montre comment elle va financer sa formation. Et puis, bah, la formation qui peut être ciblée. Alors, la différence entre les deux dispositifs, c'est que PTP, il faut absolument que ce soit RNCP ou RS. Et pour la démission reconversion, c'est pas forcément RNCP ou RS, c'est la certification qui va lui permettre de réaliser son projet et d'accéder à l'emploi visé. On voulait faire ce petit aparté-là parce que on a eu des informations comme quoi, pour certains organismes de formation, il était des fois plus facile de recommander aux gens de faire une démission reconversion que de passer par le PTP. Faut faire attention à ça parce que le PTP, quand même, pour nos publics prioritaires, il peut être quand même beaucoup plus confortable financièrement et sécurisé. Ce qui est moins le cas pour la démission reconversion, surtout avec le passage de 24 mois à 18 mois de couverture allocation chômage par Pôle emploi. Donc voilà, n'hésitez pas à renvoyer les salariés vers nous quand ils se posent des questions ou qu'ils viennent vous voir sur des projets. On pourra les renseigner au mieux et les aider à faire leur choix sans risque pour eux. Et nous, on a en tête aussi les profils prioritaires. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers nous. Après, il y avait une question, une remarque sur voilà, quelqu'un qui a été refusé sur un PTP, est-ce qu'il peut envisager une demande sur un démission, reconversion ou formation, par exemple? Donc après, en effet, c'est tout à fait possible et parfois, on dit hein, vraiment que c'est une stratégie qui peut être intéressante de se dire, bah voilà, j'ai une possibilité de demander projet de transition professionnelle et le plan un peu de l'alternative, c'est le démission reconversion parce que, alors, bon, c'est pas le même
contexte, c'est pas le même cadre, c'est pas la même sécurisation notamment au niveau voilà, maintien de revenus, mais c'est un plan B. C'est-à-dire que du coup, c'est pas la mort du projet, c'est pas voilà, le projet qui s'arrête et qui la personne retourne à son emploi. Et puis, donc c'est une possibilité, c'est une alternative importante quand même parce que il n'y a pas 50 chemins possibles. En fait. Il y en a quelques-uns et c'est un dispositif qui est quand même créé malgré tout pour se reconvertir. Une autre question sur les profils bac plus, un peu moins prioritaires, etc. Est-ce qu'il faut qu'ils s'orientent en priorité vers le démission reconversion plus que vers le PTP? Eh ben, j'ai envie de dire non, parce qu'on finance quand même malgré tout des publics qui sont moins prioritaires. On ne finance pas que du public prioritaire. Donc, simplement, avec ce public-là, il faut peut-être rajouter un plan A, un plan B, quoi. Donc avec une alternative qui est déjà identifiée dès le départ, avec pas non plus de, de surprise si jamais voilà, il y a un refus, faut que les personnes qu'elles aient ça en tête, quoi. Tout à fait. Quelques éléments d'information sur la VAE. Oui. Donc, la loi là, nous permet à Transition Pro là, de prendre en charge les frais afférents à une procédure de VAE. Donc, on est sur les secteurs de salariés du secteur privé avec au moins 1 an d'expérience. Et puis, un titre diplôme ou un CQP inscrit au RNCP. Et là, c'est hors temps de travail puisqu'on ne peut pas prendre en charge le salaire. Il n'y a pas de congé VAE pour l'instant. C'est prévu dans la future loi, mais on n'a pas encore les décrets d'application. Donc, le financement qu'on peut apporter, si tu veux avancer, Karim, voilà. Voilà, le financement que l'on peut apporter, voilà, il est plafonné à 2 000 € à partir du moment où il y a la recevabilité, l'accompagnement et le passage devant un jury, et on payera avec présentation de la convocation au jury. Et ce finance-là permet à la personne de conserver son CPF. Ça ne touche pas au CPF. Donc, c'est l'avantage actuellement de pouvoir monopoliser un financement nous concernant sur un accompagnement VAE et garder son CPF pour faire autre chose, d'autres blocs éventuellement. Et voilà, on y revient toujours. Mobiliser, ouais. Mobiliser un financement. Et, mais c'est vrai que quand on réfléchit dans l'absolu, quelqu'un qui se poserait la question, en fait, on peut dire la VAE partielle, CPF autonome, et puis après PTP, et ben, c'est vrai que là, on a un peu la réponse peut-être pour les profils un peu plus bac plus, sur un parcours qui est alors moins rapide peut-être, mais du coup qui est optimisé au niveau utilisation des dispositifs, quoi. Alors, dans l'année, ouais, en 2022, donc on en a financé 71, principalement sur les 3 certifications qu'on vous a mis là, accompagnement éducatif et social, aide-soignant et éducateur spécialisé. Un profil plus féminin, et puis tranche d'âge voilà, qui correspond aussi aux autres tranches d'âge majoritaires dans le PTP, entre 30 et 49 ans. Quelques éléments d'information également sur la certification CLEA. Donc, vous savez qu'on est certificateur CLEA. Donc voilà, c'est une certification qui est un socle de compétences du coup, pour travailler dans tout secteur d'activité, qui est voilà, une certification qui a été créée par les partenaires sociaux avec l'idée d'être un tremplin aussi pour des gens qui sont un peu en rupture avec le travail ou même pour reprendre confiance en fait voilà, sur sa capacité à entreprendre une formation peut-être. Donc aujourd'hui, les 7 domaines de compétences de Cléa, c'est communiquer en français, les règles de mathématiques, les usages du numérique, voilà, travailler en équipe, en autonomie, tout ce qui est capacité d'apprentissage, etc. Et tous ces éléments-là, en fait, ils sont évalués donc, et travaillés quand il y a des besoins de compléter en fait des compétences, ils peuvent être
l'organisme évaluateur peut proposer un parcours un peu pour améliorer un domaine ou plusieurs domaines de compétences. Ce qui est intéressant dans ce parcours Cléa, c'est que, notamment sur du public salarié, c'est que ça peut redonner confiance avant d'entreprendre une formation. Et on est parfois sur vraiment notamment sur le public prioritaire, en fait, des personnes qui ont parfois un parcours un peu douloureux avec l'école ou avec la formation. Et ces parcours-là, tous les témoignages des évaluateurs aujourd'hui concordent en disant que ça permet vraiment de reprendre confiance et que derrière, les personnes, elles ont plus du tout d'appréhension pour accéder à la formation. J'ai une question. À partir de quand le Cléa Management? Eh bien, écoutez, il vient juste d'être enregistré au RNCP, donc je pense que ça va être 2023. Alors après, je ne sais pas si c'est premier semestre ou deuxième semestre. Mais ça va être très rapidement et je comptais sur moi pour vous communiquer une information sur ça, en fait, sans aucun problème. En 2023, on a, nous, certifié un peu plus de 300 personnes en fait, qui ont obtenu leur certificat en 2022. Donc, on a l'objectif, nous, en 2023, de vraiment développer en fait, cette certification parce qu'on a le souhait, notamment sur le public prioritaire, en fait, de favoriser la certification CLIA, notamment en amont d'un PTP. En fait. Et on trouve que ça a du sens, en fait, notamment comme une remise à niveau, en fait, comme un pied à l'étrier un peu avant d'entrer sur un parcours de formation, d'inciter les personnes à entrer sur un parcours clair. Sur le Cléa Management. Alors, Cléa Management, du coup, mais j'aurai l'occasion, je pense, de faire une communication un peu spécifique. On est vraiment sur une certification pour les managers de proximité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... j'aime pas trop les top management, mais bon, c'est comme ça qu'ils parlent un peu. Donc, on n'est pas sur du management de haut niveau, mais plutôt sur du management de proximité, c'est-à-dire voilà, des chefs d'équipe, etc. Et l'idée, c'est que ce CLIA Management permette par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'industrie, qui souhaite accéder à un poste de chef d'équipe ou un manager de proximité, d'aller vers ce poste-là en ayant une certification. Voilà. Donc, c'est une certification qui a été déposée au RNCP par notre réseau qui s'appelle Certif Pro, notre tête de réseau des transitions pro, et donc il y a des appels à candidature pour que des organismes de formation et évaluateurs puissent s'inscrire dans ce parcours-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à bien sûr visiter le site de Certif Pro. Et moi, je ne manquerai pas du coup de relayer en fait ces demandes-là en fait sur nos réseaux sociaux ou sur notre compte LinkedIn. OK? Ah oui, on a mis un petit rappel sur l'offre de service à la fin. Parce que ça permet comme ça pour vous de l'imprimer un peu plus Oui, l'idée vraiment, c'est facilement. qu'on puisse travailler en partenariat. Donc après, on sait que sur les dispositifs et il y a beaucoup d'éléments en fait qui vous sont demandés en fait pour compléter. Et j'imagine que les salariés sont aussi assez demandeurs de votre part en fait pour que vous soyez dans l'accompagnement. Et puis on sait que vous le faites bien. Mais on sait aussi qu'il est parfois nécessaire qu'on puisse être relais. Donc après, on trouve que c'est important qu'on puisse articuler bien nos efforts. Donc, pour mieux servir après le projet des salariés. Donc, bien sûr, nous, on a toujours la plateforme téléphonique qui est joignable du lundi au vendredi, 9h, 17h30. Et donc, c'est sûrement un bon moyen en fait, pour avoir accès à de l'information rapide, pour avoir de l'information aussi sur un avancement de dossier, etc.
Mais c'est une information rapide. Après, on a aussi nos webinaires avec à destination des salariés où on a un temps de présentation un peu plus conséquent, on rentre peut-être un peu plus dans le détail, mais sans être dans de l'accompagnement individuel. On a des ateliers en petits collectifs. Donc voilà, c'est 5-6. Au cours de ces ateliers, voilà, souvent, l'idée là, c'est d'être sur vraiment comment on complète le dossier, étape par étape, avec voilà, les questions de chacun, les interrogations se, qui peuvent se confronter aussi entre salariés. C'est l'intérêt de le faire en collectif, c'est-à-dire que voilà, qu'il n'y ait pas juste une présentation descendante, que ce soit des échanges. Et donc, il y a possibilité également que ces ateliers se fassent en visio. Et on voulait préciser aussi que sur notre site à Rennes, nos collègues chargés d'infos peuvent accueillir les personnes sans rendez-vous du lundi au vendredi après-midi sans problème. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez des salariés qui sont pas très loin de Rennes, allez nous les envoyer aussi sur le site de Rennes. Je ne sais pas si est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions. On avait communiqué sur un timing grosso modo 1h30. Et je crois qu'on est à peu près dans le timing. Oui. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser là. Si vous pouvez aussi revenir vers nous directement. Donc là, c'est notre numéro de téléphone. Je pense que vous avez nos mails également. Ils étaient en début de diaporama. Je vois qu'il y a une question sur la VAE, en fait, sur le plafond des 2000 €. Bah là, je vous invite du coup peut-être pour la question sur la VAE à reprendre directement contact avec nous pour une précision. Une question sur l'opcomobilité. Donc, lors d'une rencontre avec vous, l'opcomobilité et les OF, il avait été proposé d'imaginer une fiche navette entre le salarié, le CEP et l'OF avec pour objectif l'avancée progressive du projet et un support utilisable pour la présentation aux commissions. Est-ce toujours d'actualité? Alors après, en effet, on peut imaginer ce type de support. Après, je suis pas sûr que ça simplifie les démarches en fait pour les salariés. Donc après, on a un peu abandonné l'idée en fait de cette fiche navette parce que pour avoir expérimenté ce type de fiche dans plusieurs cadres de travail, souvent c'est un peu une bonne idée au départ, mais c'est pas simple à mettre en œuvre en fait. Et par contre, on a un vrai travail en lien avec l'Opcomobilité et avec les organismes de formation du transport pour mieux cerner, en fait, pour que les salariés déjà cernent mieux du coup ce que sont les métiers du transport, pour mieux se projeter. Et puis, bien sûr, avoir une idée plus précise du parcours derrière, notamment avec les deux formations, le permis C et le permis CE. Donc là-dessus, on a un travail qui a été mené en 2022 et qui continue en 2023 en fait, pour plus de précision en fait, sur ces projets-là. Eh bien, écoutez, si je vois pas trop d'autres questions, je vais juste partager la tête de Sandra parce que qui était à la caméra qui fonctionnait pas. Merci pour votre présence et puis je vous redis à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des précisions. On vous transmet le support par mail dans la journée sans faute. Et puis à bientôt. Bonne journée.